Bienvenue au cours de rattrapage. Deuxième cours sur la partie nourrir l'humanité en première LES. Il me reste plus qu'une partie après celle-ci. Pour voir la première partie sur la qualité des sols et de l'eau, je vous la mets ici. Allez, on peut commencer le chapitre. Stabilité des aliments. Alors on va couper le chapitre en deux parties, toutes les deux sur la stabilité, mais pas vues de la même manière. La première partie sur la stabilité des aliments va concerner tout ce qui est conservation des aliments, donc la stabilité dans le temps. Et la deuxième partie va parler des émulsions qui sont des choses instables a priori. Conservation des aliments. On cherche à conserver les aliments depuis très longtemps pour des problématiques de temps, c'est-à-dire consommer l'aliment plus tard que quand il a été produit, et géographique, car on ne va pas forcément consommer l'aliment sur le lieu de production, on peut le consommer ailleurs. Les premières techniques de conservation elles datent de l'Antiquité avec la conservation dans la glace, dans laquelle on pouvait conserver notamment le poisson. Mais on connaissait aussi à l'époque de l'Antiquité le salage, le séchage et le fumage. Pour toute une variété d'aliments. Viande, les fruits, les légumes. Il faut attendre 1810 et Nicolas Appert, un Français qui était confiseur de son état, pour développer des techniques de conservation différentes. Cette fois-ci, c'est par le chaud et il invente ainsi la conserve. Puis en 1865, le procédé est amélioré avec la pasteurisation. En 1950, on découvre l'UHT pour ultra haute température. Du côté du froid, les premières machines frigorifiques datent du 19e siècle. On les trouve dans l'industrie en 1834 et possiblement dans les foyers à partir de 1913. Les congélateurs, ils apparaissent un peu plus tard, notamment dans les années 60. Et donc du coup, il faudra attendre un certain temps pour que ça soit démocratisé. On a aussi la lyophilisation qui date de 1906 et même l'irradiation qui date des années 80. Et toutes ces techniques existent pour contrer deux choses qui vont agir sur les aliments, les micro-organismes et l'oxygène de l'air. On va séparer alors ces techniques en deux types, les procédés chimiques et les procédés physiques. Procédés chimiques. Alors pour vous, L et ES, un procédé chimique ou physique, c'est peut-être du chinois. On va faire très simple. Ce qui est chimique, c'est quand on ajoute un élément extérieur. Si c'est physique, c'est quand on modifie juste les paramètres autour. La température, la pression ou autre. Pour lutter contre les micro-organismes, on va ajouter des conservateurs ou un acidifiant. Et pour lutter contre l'oxygène, on va mettre ce qu'on appelle un antioxydant. En gros, l'antioxydant, il va se faire attaquer par l'oxygène en priorité par rapport à l'aliment, et une fois qu'il n'y a plus d'antioxydants, c'est l'aliment qui commence à être attaqué et on arrive proche de la fameuse date limite de consommation. Procédés physiques. Alors il y en a un peu plus quand même que des procédés chimiques et ils ont l'avantage, ces procédés physiques, de ne pas dénaturer l'aliment. Et en plus, aucun risque d'allergie ou de maladie. C'est juste physique. Alors comme pour le reste, on va agir soit sur l'air, soit sur le micro-organisme. Commençons par l'air. Soit on le retire cet air. Puisqu'il nous gêne, on peut l'enlever. C'est ce qu'on appelle une conservation sous vide ou sous atmosphère contrôlée, puisqu'on va remplacer l'oxygène par un gaz qui lui est inerte. Pour les micro-organismes, c'est un peu plus touffu, il y en a un petit peu plus. Alors, il faut savoir qu'un micro-organisme, pour se développer, il a besoin d'eau liquide. Cette eau liquide, soit on la retire, c'est la lyophilisation ou le séchage, ou bien cette eau liquide, on la gèle. Comme ça, le micro-organisme ne peut pas la boire. Le micro-organisme ne suce pas les glaçons, et c'est ce qu'on appelle la surgélation. On peut aussi agir directement sur le micro-organisme en ralentissant leur développement. Alors, soit on utilise du coup la frigorification puisqu'ils se développent très peu à température basse, ou on peut carrément les tuer par la chaleur, et donc là on a la pasteurisation, l'ultra haute température ou même la conservation. Alors il existe aussi quelques procédés qui sont physico-chimiques, c'est-à-dire à la marge des deux ou utilisant les deux procédés. On trouve notamment le fumage, le sucrage et le salage. Bon, ça c'est un catalogue comme d'habitude, il faut les connaître pour savoir à peu près de quoi on parle. Les émulsions. Une émulsion, par définition, donc, c'est la dispersion de gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide auquel il n'est pas miscible. Alors, on va revenir sur ce que c'est que la miscibilité. La miscibilité, c'est la capacité qu'ont deux liquides à pouvoir se mélanger. Bon, techniquement, un liquide non miscible, il y a les très connus, l'eau et l'huile. Voilà, les deux ne se mélangent pas, vous pouvez mettre de l'huile dans de l'eau, vous ne verrez jamais les deux se mélanger. Alors les lipides, tu es des graisses techniquement, ce sont en général des longues molécules carbonées qui donc du coup sont ce qu'on appelle hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'eau. Du grec hydro pour eau et phobe pour peur. Et le contraire c'est hydrophile. Il aime l'eau. Et sauf que si on regarde par exemple une vinaigrette, qui est un mélange donc de vinaigre et d'huile, le vinaigre a les mêmes propriétés que l'eau et l'huile, c'est de l'huile, du coup les deux ne pourraient pas se mélanger. Pour que le mélange puisse se faire, on va utiliser ce qu'on appelle un tensioactif. Ces tensioactifs, ils vont avoir une particularité, c'est d'aimer à la fois l'huile et l'eau. On va dire qu'ils sont hydrophiles d'un côté, c'est la tête, et de l'autre côté, ils sont lipophiles, c'est ce qu'on appelle la queue. Et en plus, la tête, en plus d'être hydrophile, elle est aussi lipophobe, et la queue, en plus d'être lipophile, elle est aussi hydrophobe. Merveilleux. Et ces molécules-là, donc du coup, vont nous permettre de faire des mélanges
Accessoirement, on a le même type de molécule dans les savons ou dans tout ce qui est dégraissant pour nous permettre d'enlever donc la graisse grâce à l'eau. On a donc possibilité de mélanger de l'eau dans un lipide grâce aux tensioactifs. Il suffit juste que les tensioactifs baignent tous la tête dans la goutte d'eau et la queue dans l'huile. Et on peut faire l'inverse avec de l'huile dans de l'eau. Il suffirait alors que les tensioactifs, on va avoir la queue qui va baigner dans le lipide et la tête qui sera dans l'eau. Et donc du coup, on va pouvoir avoir ces gouttelettes en suspension. D'où le terme d'émulsion. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les premières L et ES. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez vous abonner, même si je ne suis pas sans doute votre chaîne préférée, étant donné votre aversion peut-être pour les sciences, ou je ne sais. Et je finis par la fameuse loi de Murphy. Oh, il a dit plein de choses Murphy, mais la loi de Murphy dit que une cravate propre attire inévitablement les aliments.